Guy Heitz, né en 1932, fut formé à l'Académie de l'Est, c'est-à-dire l'ancêtre de l'école du TNS, avant d'exercer le métier de journaliste. Intellectuel engagé, il était passionné aussi bien par le monde animal et végétal que les avancées spatiales particulièrement importantes dans les années 50. Poète et romancier, graphiste reconnu, il crée le Conseil des écrivains d'Alsace en 1971, où se regroupèrent la plupart des nouveaux auteurs alsaciens d'expression française. Dans les années 70, il participe à l'aventure du journal Husumvolk, à l'organisation de la fête de la jeune littérature et à la fête de la cathédrale pour le carnaval des Musauer Woches. Passionné du carnaval de Bâle, il voulait un vrai carnaval pour Strasbourg, une fête populaire bien décalée en même temps, avec des sujets, comme on dit à Bâle, sociétaux. Il a laissé le souvenir d'une personnalité chaleureuse, bien présente dans le milieu culturel alsacien des années 70. Ses archives sont déposées ici à la BNU. Elles sont riches et classées très soigneusement. Avis aux chercheurs. Guy Heitz avait publié un recueil de poèmes en 1952 et des contes en 1956. Son premier roman, Tropica et compagnie, paru en 1958. C'est un roman plein de fougue et de poésie, parfois surréaliste, mettant en scène une relation amoureuse des années 50, un univers familial complexe, dans une ville où on n'a pas de peine à reconnaître Strasbourg. C'est tout le contraire de Neige à tout faire, écrit entre 57 et 59, qui n'a pu paraître qu'en 2022. L'actualité de la problématique de Neige à tout faire est annoncée par l'éditeur, je cite la 4e de couverture. Dans la tourmente d'une glaciation, une poignée de survivants s'organise. Dans une ville submergée par le froid et les congères de neige. Qui parle de changement climatique? J'ai jeté un coup d'œil dans les archives et j'ai eu l'impression que ce roman était né, au contraire, du journal intime de l'auteur. En 47 à 15 ans, il note la météo à Lutzelbourg, près de Saverne, quotidiennement. État du ciel et température, neige en majuscule, avec point d'exclamation, émerveillement, exaltation. Elles sont là, les neiges d'antan, en même temps que la nature et la forêt. Et la fascination pour le cinéma, à Saverne et à Strasbourg. Le Palace, le Capitole, le Caméo, ou des films tels que Avant le déluge, Le naufrage du Titanic, La neige était sale, ou Le fleuve de sang, annonce quelque part l'intrigue de Neige à tout faire. En 1953, il a 21 ans et c'est l'année de la naissance d'une petite fille et l'obligation pour le jeune père de famille de trouver du travail. Dans un premier temps, ce sera un emploi alimentaire, mais du 31 janvier au 1er février 1953, le diariste note, je cite, « Tempête sans précédent en Europe, 1 million de sans-abri en Hollande, 10 000 morts, dégâts incalculables en Grande-Bretagne. » Il surveillera dorénavant les chutes de neige et de température avec inquiétude. Si les chiffres sont peut-être surestimés, une partie des Pays-Bas et certaines régions de l'Angleterre se retrouvèrent à l'air sous les eaux et des centaines de personnes furent emportées par les eaux. La citation de Gorky en exergue du roman l'annonce, il s'agit de dompter la nature dans des conditions extrêmes et le cadre d'un huis clos. Or, c'est ce que requiert la course à l'espace. Le premier vol spatial orbital de l'histoire eut lieu le 4 octobre 1957 avec le satellite soviétique Sputnik 1. Le premier vol habité par un être humain le 12 avril 1961 avec le vol orbital du soviétique Yuri Gagarin. Toutes choses étant égales par ailleurs, Guy Heitz peut écrire à propos de neige, je le cite, « Il s'agit de dompter les glaciations qui, en fin de compte, sont bien naturelles, pas tellement hostiles aux hommes forts et prévoyants, assez courageux et intelligents pour se plier momentanément sous les lois de la nature afin de mieux la dompter. »
On sent l'influence du marxisme que l'on retrouve dans les amitiés. René Fugler, qui se passionnait pour l'imaginaire apocalyptique dans les mouvements révolutionnaires, Gaston Jung et le milieu du théâtre. En 1954, il est admis à l'école du théâtre. L'ère du temps était apocalyptique. Albert Schweitzer avait obtenu le prix Nobel de la paix en 1952 et lança son appel à l'humanité avant de publier Paix ou guerre atomique par la suite. Mais la situation était tout de même favorable à la littérature. En 1957, les DNA écrivaient « Hier Alfred Kern, bientôt Guy Heitz, aujourd'hui Claude Vigée. Jamais les lettres françaises n'ont enregistré tant de témoignages de la présence de notre province. » Vigée venait en effet de publier La Corne du Grand Pardon, où il associe pardon, mémoire et résurrection des morts, où il pose la question de la résurrection des ossements. Nous retrouverons ce motif de la résurrection des morts dans le roman. Cette nuit-là, comme toutes les nuits de samedi à dimanche, nous étions au soleil de minuit. Nous avions dansé et nous quittâmes notre table vers 3 heures du matin. Flore avait revêtu son imperméable blanc, elle avait relevé le col de sa gabardine, elle rayonnait. Pourvu qu'il pleuve encore pendant 8 jours. Ma femme ne comprendra jamais que pour une battue au sanglier, il importe peu que les feuilles mortes fassent du bruit. Je poussai la porte, m'écartai pour laisser sortir Flore. Dieu, il neige! Il tombait une neige en lambeaux agglomérés, rapides et lourds, des ballots de plumes, des écharpes, des boulets offensifs. De hautes plaques blanches étaient dans la rue, entre lesquelles coulait de l'eau noire et miroitante. J'essuyai le pare-brise de la voiture, j'ouvris ma portière, puis celle de Flore. Flore s'assit près de moi. Je mis en marche le moteur et l'essuie-glace. Je démarrai. Je roulais lentement. La neige tombait sur le pare-brise par paquets qui m'aveuglaient souvent, et les pneus écrasaient la neige. L'essuie-glace s'obstinait mal contre le durcissement de l'eau et de la neige. Qu'il neige un 16 octobre, dis-je environ à gauche dans la rue de Bavière, mais qu'il neige de cette façon et qu'il commence à geler, ça. J'ai froid. Je coupais le boulevard de Vendée. Hustin a certainement allumé le chauffage central. Je m'arrêtai devant notre porte, nous sortîmes de la voiture. Tu la mets au garage? Je monte avec toi, je vais voir si le chauffage fonctionne.
Les radiateurs étaient froids. Flore s'assit, pliée, sans quitter son imperméable. Je descendis réveiller M. Hustin. Il était 3h30. J'entrai au salon. M. Hustin ouvrit la fenêtre, puis il tira enfin le volet roulant. Il regarda durant quelques secondes. Qu'est-ce que j'ai bu? C'est votre voiture? La voiture était couverte de 20 centimètres de neige. Il sortit du buffet une bouteille d'eau-de-vie et 2 verres. Ça alors? À la bonne vôtre. Je ne crois pas que nous ayons déjà vu cela depuis un siècle au moins. Reste à savoir ce que diront les journaux et la radio. Nous le saurons dans quelques heures. Mais selon vous, Vous avez encore du coke? la provision pour l'hiver? Vous croyez qu'il neige ailleurs qu'à Laécart? Quoi? Oui, au nord et à l'est certainement. La radio nous le dira. Bon. Bonne nuit. Vraiment, bonne nuit. Il descendit à la cave, je sortis. Je regardais la DK19. Puis je pensais à Flore. Je pris l'ascenseur jusqu'au 5e. Flore était toujours assise au même endroit, la tête dans les mains. J'ai parlé à M. Hustin. Il est allé à la cave. Neige-t-il encore? Oui. Flore se leva, elle toucha le radiateur. Je le touchai. Il était froid, évidemment. Flore se débarrassa de son imperméable, gagna rapidement notre chambre à coucher, se dévêtit, s'engouffra dans le lit. Une seconde, je pensais à la DK19, une très bonne voiture de série. Je ne devais plus la revoir, et je le savais. On ne sait pas où ça se passe. La voiture porte un nom inconnu, la ville aussi. On ignore l'année. La saison est là, derrière le mois d'octobre. Le narrateur et sa compagne Flore sortent du soleil de minuit. Si le nom de ce dancing évoque le nord et un soleil d'hiver, la rue de la Bavière ne nous dépayse pas, ni les essuie-glaces de la voiture. Point de fièvre de samedi soir, on est focalisé par le temps qu'il fait. Quant au temps du récit, c'est un temps où l'on pouvait se vanter d'aimer chasser, de conduire une voiture, de protéger sa femme. Sur fond de neige, le début du roman oppose l'énergie du narrateur, sa virilité de chasseur et la faiblesse d'une femme nommée Flore, sur laquelle semble planer la mort. La neige est le personnage principal du récit. Ce qui pourrait être un conte romantique est en réalité le piège de la neige. À la fin des années 50, il n'y avait pas encore la télévision. La radio donne des nouvelles d'une Europe sous une tempête de neige, où des speakers bloqués dans des studios encouragent et rassurent les auditeurs. Une des dernières nouvelles est la mort d'un toréador. La dernière musique que l'on entend
est un flamenco avec la vision d'un spectacle dans une arène orange, moitié danse, moitié combat, sang et soleil, souffrance et jouissance entre animalité et humanité, antidote à la terreur qui submerge peu à peu tout l'immeuble. Rêve baroque qui ne résistera pas à la mécanique qui s'impose à présent. Doucement, suavement, comme l'aile bien graissée d'un gigantesque moulin qui s'ébranle, naquit un vent latéral d'une puissance inimaginable. Le gaz enflammé bleutait la cuisine obscure. Ces feux capturaient les trépignements des habitants de l'immeuble qui hurlaient. Aux vitres, les grains de neige frappaient par milliards. Je pensais au studio de Radio Lécart où les radiateurs s'étaient éteints. La machine ronronnante du vent poussa contre les fenêtres dont certaines se brisèrent, plus ou moins proches. Je portais son café à Flore, qui souriait. Les cris de panique étaient longs et stridents. La température était tombée à moins 21 degrés, rapide comme un déluge de milliards de saguets, comme une avalanche de grêle, comme la chute d'un fleuve, immuable, ordonnée, ronflante. La neige en cataracte s'engouffrait dans la rue où je devinais, si je n'inventais pas, des formes. Il y en avait en dessous de moi, muettes, avec de la neige jusqu'au cou. Je restais là, les regardant se noyer, et à mesure que d'autres les rejoignaient, être recouvertes par les toiles et voiles que tirait, poussait, étreignait et rinçait, tire-bouchonnait le vent. La rue se préparait à son rôle. Mouvante, elle accueillit les hommes debout, elle les ensevelit debout, et son niveau monta. La porte était ouverte par où tout s'engouffrait, et le mur de neige s'était effondré vers l'intérieur. Selon tous, nous étions perdus. J'arrivais mal à les convaincre que la fin de la radio et de l'électricité, si insupportable fût-elle, ne signifiait pas que nous dussions oublier les derniers conseils que nous avions reçus. Je demandais aux personnes présentes de remonter chez elles et de transporter à la cave, comme en temps de guerre, tout ce qui était nécessaire à la vie. Jusqu'au dernier crouton, mouchoir, comprimé d'inspirine. Les hommes et les femmes remontèrent chez eux. Il y avait un mouvement d'enthousiasme parmi les enfants. « Ils sont sortis par mes fenêtres, dit M. Hustin. Je ne pouvais les en empêcher. Aucun n'est revenu. Presque tous les locataires, 15 ou 20, aussi les gosses. Amenez tout à la cave, tout ce que vous avez, tout. Et les bougies, les réchauds, tout pour vivre, comme j'ai dit. Dites aux enfants qu'on joue à Robinson Crusoe. J'ajoutai. Il y a des morts dans la cage d'escalier. Il faut les descendre et les jeter dans la rue. J'en ai déjà sorti 2. Il y en a 3 de plus. Faites vite. Le vent et la neige se ruèrent sur moi tandis que je montais dans une quasi-obscurité. Au 2e étage, je rencontrais des locataires qui, les bras chargés de literie, quittaient leur appartement. « C'est un premier voyage, dit l'homme. Il en faudra bien une 20aine. » Je portais d'abord à la cave tout ce qui était mangeable et buvable, ainsi que les réchauds, l'alcool et l'essence. Les ustensiles de cuisine, des chaises, les fauteuils, une table, les chandelles, des médicaments, du savon, plusieurs valises pleines de livres, la radio et le pick-up, bien que je ne susse exactement à quoi ils pourraient nous servir, et les disques. Dans la cave, à la lueur d'une torche électrique, j'aménageais en hâte le compartiment dont nous étions locataires. À 15 heures passées, j'avais terminé. Je dis au Canister, au Hustin, au Richards, de m'accompagner dans les appartements abandonnés, d'en forcer l'entrée si nécessaire. « Nous ferons comme chez nous, dis-je. Prenez tout ce qui peut être bu et mangé, tout ce qui sert à chauffer et à éclairer. » « Et jetez les morts par les fenêtres, dit Frank Richards. » Peu avant 16h30, tout parut être en ordre. Nous avions coupé le chauffage central partout. Les 3 familles et les jeunes filles se trouvaient à la cave. Je montai au 5e et j'entrai chez Flore. Flore se réveilla ou bien fit semblant. « Nous partons ?» Nous nous sommes tous installés à la cave. Il y fait plus chaud et nous n'y risquons rien. J'ai fait le déménagement, je ne voulais pas te déranger. Nous aurons une chambre avec des tapis. Nous nous arrangerons très bien. Une petite hibernation comme les taupes. J'aidai Flore à s'habiller. Il ne fait pas moins froid, n'est-ce pas ? J'allai à la fenêtre. Je lus moins 28 degrés au thermomètre, dont la graduation descendait jusqu'à 30. Je dis moins 8. Puis je fermai les radiateurs. Flore se leva,
s'accrocha à mon bras en souriant. Flore est la seule dont on évoque la souffrance. Elle est incapable de résister à la neige malgré les attentions d'Abel. Le nom de Flore est symbolique. Elle s'éteindra rapidement comme les taureaux et les coqs du rêve baroque. Ceux des habitants de l'immeuble qui ont eu la sagesse de ne pas tenter de sortir s'organisent et prennent des mesures de temps de guerre. La mort est partout tout de suite. Les survivants semblent l'accepter sans en parler, à l'exception d'Orange. La tempête finie, on tente prudemment une sortie pour constater les dégâts, trouver les survivants. Certains éléments de cette ville imaginaire vous sembleront familiers. Mais le spectacle du texte suivant est celui des ruines, de ruines blanches au lieu des noires, auxquelles les photos nous ont habitués. Aucune manifestation de désespoir ne vient troubler pourtant ce paysage blanc. Laïcar. Des coulées partent de ces toits jusqu'aux masses de neige de ces rues. Nous pourrions gravir une de ces avalanches jusqu'au sommet. Richards, par ici. La maison entière s'est effondrée. Elle a dû s'effondrer vers le 20 octobre, car il a encore neigé sur les ruines et à l'intérieur des chambres éventrées. De nombreux toits ont cédé. Les poutres se dressent et des poutres sont tombées dans la rue pour s'enfoncer, droites. Les murs sont plaqués de neige sur leur face est et nord, et la neige y adhère mieux qu'en janvier sur les parois rocheuses des Alpes. Nous ne trouvons de cadavres que lorsque nos skis, qui s'enfoncent profondément, les heurtent. 1000 mâchoires minuscules mordent nos yeux. Nos lèvres et notre nez collent contre la laine gelée qui les protège. Nos membres sont raides et notre corps transpire. À gauche, Richards. Des dunes de neige au coin des rues. Un panneau de 8 mètres sur 3, une femme blonde immense, avec un long fume-cigarette vert, a de la neige sur la gorge. Le cadre inférieur est au niveau de nos pieds, en dessous, l'entrée du Capitole. La cathédrale est un monument de sel autour duquel rampent de longues congères au dos aiguisé. Richards, regardez à votre droite. Je parle avec un court mouvement du bras. De la corniche qui surplombe une maison à 2 étages descend une branche épaisse et courbe, liée comme une arcade à la rue. Du bout de mon bâton, je touche le câble aérien d'une ligne de tramway, un des rares câbles que la neige pesante n'a pas rompu. Plus loin, un trolley que je frappe d'un coup violent et qui, seul, a violé le silence en compagnie de Franck et de moi, continue à se balancer rapidement. Franck dit qu'il craint de rencontrer un grand chien, mais nous n'en rencontrons aucun. Des pans de neige dégringolent, le ciel sombre et luisant, comme du velours ocre, éclairé vivement. J'éprouve une certaine satisfaction de savoir que, proche de moi, une tanière chaude abrite des hommes et des femmes et que nous en cherchons d'autres pour les y abriter. Une première sortie permet de prendre quelques repères dans la ville ensevelie. Le lecteur y reconnaîtra peut-être Strasbourg. Malgré l'effacement des formes que provoquent la neige et les congères, la mémoire de cette humanité redevenue animale dans sa tanière a conservé le plan de la ville et l'organisation interne de la rue. On va creuser des galeries, passer d'un immeuble à l'autre par les caves, retrouver par en dessous la boutique de l'épicier ou l'officine du pharmacien pour se nourrir et se soigner, avant de sécuriser l'énergie et l'eau potable. Le bâtiment de l'entrepôt nord de la coopérative de consommation occupe le numéro 2 de notre rue et les numéros 74 et 72 du boulevard de Vendée. Au bout de la cave du numéro 66 est situé l'immense dépôt souterrain des essences aux armées. Nous avons trouvé là, prêt à fonctionner, le groupe électrogène produisant un courant de 220 volts.
En 3 jours, nous aménagions le réseau électrique qui fournit de la lumière à l'ensemble de notre cité enfouie. Nous utilisons cette source d'éclairage lorsque nous sommes tous réunis et lorsque nous faisons marcher nos tourne-disques et radiateurs individuels. Disposant largement de bougies, nous n'allumons que pour de courtes durées les lampes de nos logements. Il y a une immense chaudière à coke dans la cave du numéro 10 et dans celle du numéro 70 du boulevard de Vendée, une chaudière à mazout. Les soupiraux de ces 2 chambres de chauffe, dont nous avons abattu les murailles afin de permettre à l'air chaud de se répandre, sont ouverts sur la glace, peu à peu creusés par la chaleur. Un chauffage modéré nous suffit pour la plupart du temps. Quant aux 2 chaudières supplémentaires, à coke et à mazout, qui se trouvent respectivement dans les caves des numéros 16 et 4, nous y entretenons un feu très faible en général. Nous ne disposons que d'une seule ouverture praticable, la porte qui conduit à la cage d'escalier du numéro 10. Devant une fenêtre d'un appartement du rez-de-chaussée, nous avons finalement créé une vaste grotte où nous remplissons nos seaux de neige pour avoir de l'eau. Nous jetons nos ordures par les fenêtres des étages supérieurs. Sur notre grande salle commune donne la cuisine. Nous y avons installé 4 cuisinières, 2 à charbon et 2 à gaz, car nous avions trouvé dans l'entrepôt des essences aux armées 1 millier de bouteilles de gaz butane. Mais les femmes ont pris l'habitude, afin d'épargner ce combustible, de faire cuire longuement la majorité des mets sur la grande chaudière à coke. Au bout du couloir qui traverse les caves du numéro 6, auquel nous avons donné le nom de rue de Notre-Dame-des-Pôles, le curé installa une chapelle, ainsi que son presbytère. Ils étaient contigus à la demeure des Linder. L'engrenage de la machine fonctionne bien. Tout est clair et ordonné. Et ceux auxquels cet ordre est insupportable, d'une manière ou d'une autre, dès toujours, sont d'ailleurs morts. Dans sa cellule, Orange parlait à très haute voix. Les morts ressusciteront et nous serons changés, car il faut que nos corps incorruptibles soient revêtus de corruptibilité. Car si dans la neige les corps sont incorruptibles, ils ressusciteront corruptibles. Et lorsque ces morts auront revêtu la corruptibilité, cette parole sera accomplie. Nos morts nous corrompront, et leur victoire sera due à nos péchés. Tout fonctionne à merveille, du matériel au spirituel. La seule tâche, c'est Orange, littéralement par sa couleur et symboliquement. En fait, il s'appelait Michel. On l'a rebaptisé Orange. A-t-on voulu oublier que l'archange Michel apparaissait au moment de l'Apocalypse pour terrasser le diable? Mais la tanière d'Orange est différente des autres. Il semble avoir anticipé les dépressions. Je cite, « Il y avait traîné des dizaines de matelas, de tapis, de couvertures et de draps, sur et sous lesquels il se vautrait. Il les avait farcis avec les meilleurs vins et avec les bouteilles les plus fortes en alcool. » Vous allez voir à présent que ce récit qui a commencé en octobre et dont on ignore l'année est néanmoins marqué par les fêtes et leur lendemain. La machine de la neige innombrable, appuyant sur les toits et sur les rues, occupa soudain Laécart au lendemain de Noël. Le haut de la cathédrale disparaissait dans les nuages bas qu'un vent modéré chassait d'est en ouest, qui vomissait la neige par nuées de poussière suffocante. Nous marchions durant quelques jours, Franck, Tristan, Raphaël, Thomer et moi, sans aucune raison, promenant désœuvrés nos corps dans ce pays aussi hostile qu'inutile, gorgé de 50 degrés en dessous de zéro. Raide, énervé mais fourbu,
Aveugles, titubants, asphyxiés, déçus, nous regagnions les caves. Et les femmes, dont les yeux mi-clos étaient seuls visibles à travers des multitudes de fourrures, nous accueillaient, serrées les unes contre les autres, aux 2 fenêtres du premier étage. Il en fut ainsi au 31 décembre au soir, et nous étions à tel point déprimés que nous ne quittâmes pas nos lits avant le 4 janvier. Ce jour, le temps n'avait guère changé, l'air était fait comme auparavant de milliards de minuscules grains offensifs, mais la température était descendue à moins 60 degrés. Cela nous fut insupportable. Notre obstination à courser comme des fous dans cette atmosphère irrespirable, au milieu d'un paysage qui n'était pas à notre mesure, avait échoué. Le zéro absolu, tu comprends? Ça ne s'est encore jamais vu ailleurs que dans un laboratoire. Et moins 60 ? Écoute, pauvre tarte, coupa Franck, très calme. Écoute sérieusement que je te dise un mot. Il y avait des gars dans l'Alaska et en Sibérie qui allaient travailler, noblesse oblige, par moins autant de degrés que tu dis. Mais nous, et mets-toi bien cela dans ton crâne de tarte, on est trop fainéas pour faire comme eux. Trop fainéas. Répète-toi ça à longueur de journée et tu te porteras mieux. Trop fainéas, un point c'est tout. Mais la température continue de baisser. Écoute, Tristan, on est plein de bonne volonté. Si tu ne veux pas que je te casse la gueule, ferme-la. Car on va discuter sérieusement. Démoralise pas l'armée. Franck était maintenant cruel. Beaucoup trop et inutilement cruel. En attendant mieux, il faut qu'on tue le temps d'une manière pas trop idiote. Sinon, on va finir par se faire du mauvais sang. Il ne s'agit pas de jouer aux cartes, de bouquiner ou de collectionner des timbres. On finirait, un petit verre à la main, du matin au soir, par crever de cafard ou d'autres choses. Au contraire, nous devons être sans cesse actifs. Être mort de fatigue le soir. Être actif, dormir, être actif, dormir, et ainsi de suite. C'est de l'hygiène élémentaire. C'est ce qui nous sauvera. Il faut que nous nous occupions durant toutes les journées à mieux aménager les caves, par exemple. Et s'il le faut, les journées se termineront par des fêtes comme celle du 23 décembre. Le 23 décembre, l'histoire de Noël nous avait excédés et excités. Nous avions été provoqués, nous étions révoltés. Oui, nous sommes suffisamment excédés, provoqués et révoltés en permanence. Au fond, nous ne nous promenions dans la neige que pour nous crever physiquement et pour ne pas avoir à penser. Franck a donc trouvé la bonne solution. Frank Richards a su s'imposer depuis le début. Selon lui, il n'y a pas d'autre sens au travail que l'alternance de l'effort et du repos. Les règles de vie sont strictes pour se souvenir que la mort peut advenir à tout moment par désordre ou paresse. Car on aménage les lieux confortablement. La question de la fête est résolue pratiquement par la salle commune aménagée en un admirable lieu de fiesta dès le mois de janvier. Je cite, « Malgré l'arrivée d'un temps plus clément, nous restâmes attachés aux fêtes nocturnes qui s'étaient enracinées tout de suite dans nos mœurs. » Ces rites et rythmes fétichistes sont une manière de carnaval, pour supporter la nouvelle rigueur, ou de religion nouvelle, pour une nature totalement imprévisible. En effet, une nouvelle tempête se déclenche après le 4 juillet, qui va durer 12 semaines, et par l'angoisse de l'isolement familial, les souvenirs de la vie d'avant et les disputes inévitables, saper petit à petit le rythme que l'on avait trouvé. Lorsque la tempête s'arrête, octobre est là pour la 2e fois. Le lendemain, nous sortîmes pour apprendre à supporter de nouveau le froid, la couleur et l'odeur de la neige, à marcher dans la neige. Le surlendemain seulement, nous appréciâmes la sculpturale et vierge monstruosité du désert, insensibles au froid, aux distances, à l'heure, déconcertés et ivres comme tout découvreur de nouvelles planètes. Les maisons étaient invisibles car la neige, ayant dégringolé des toits ou enfoncé les toits, ensevelissait leurs murs. Ou bien, ayant été projetée sur elles, directement, la neige couvrait presque verticalement les façades. Les rues n'étaient plus figurées, à peu près comme la nôtre,
que par une vallée entre deux collines allongées. Par nous ne savions quel hasard, l'architecture primitive de la ville restait sensible, et nous pouvions désigner de leur nom, avec difficulté certes, et malgré leur nouvelle forme, toutes les rues. Des 13 gratte-ciels de la ville, 8 s'étaient effondrés, et les 5 autres émergeaient comme des champignons avec leurs pesants chapeaux de neige ou des montagnes butées. La cathédrale, haute de 132 mètres, était gravie par une dune qui, débutant à la berge de l'Ar, donc longue de 600 mètres, atteignait sa flèche et dégringolait à pic sur sa face sud. Thomer monta le long de l'arête mince et fragile, provoquant sans cesse des coulées de neige qui s'écrasaient en bouillonnant à nos pieds. Il emmêla ses skis. Alors il tomba, saisi par l'avalanche qu'il avait causée, pris dans l'avalanche. Puis soudain il rebondit, plongea, disparut. Lux eterna luceat, dit Franck. Très lentement, nous nous approchâmes du cratère à peine visible qu'avait creusé Thomer. C'était un trou de but ni large ni profond, et Thomer était loin en dessous. Requiem aeternam donaeis Domine, dit le curé. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir, dit Orange, qui se découvrit, détachant de sa tête le turban de laine pourpre. Car tous ces morts retourneront à la terre, et alors ils nous corrompront avant de retourner en poussière. La cathédrale, vous avez entendu. Gare à l'hubris de celui qui pense pouvoir monter jusqu'à son sommet pour la vue et peut-être le plaisir d'en redescendre à ski. C'est ainsi que Thomer déclenche une avalanche qui l'emporte au fond d'une crevasse. C'est par un répond en latin tiré du répertoire grégorien que l'assistance accompagne sa disparition. Après cet avertissement, on entreprend de nouveaux travaux pour pouvoir résister aux 15 mètres de neige. Les rares enfants qui avaient survécu meurent, et le curé instaure cette fois une sobre cérémonie en l'honneur des morts. Le curé laisse à l'inspiration d'Orange les considérations théologiques plus étoffées. Comme si ainsi les choses étaient rentrées dans l'ordre baroque, la lumière du soleil réapparaît. Une demi-heure plus tard, mollets et cuisses bandées de laine rouge, ceinturé dans un chiraz, son turban pourpre sur le crâne, Orange bondit dans la cave et il cria « Le soleil! Le soleil !» La neige avait l'aveuglante blancheur du fer en fusion. Il y a des morts dans notre rue, sous une couche de 14 mètres de neige. Il date du 16 octobre de l'année précédente. Plus de 100 000 corps sont gelés dans les immeubles de Laïcar et presque autant de corps sont gelés dans la neige. De l'autre côté de notre rue, les maisons sont pleines de momies au visage masqué. Il y en a jusqu'à 10 par appartement, mais beaucoup de demeures sont vides. Les morts ne nous dérangent guère. Ils sont enrobés d'une couverture de givre dont l'épaisseur croît peu à peu, comme la mousse croît sur les troncs d'arbres couchés ou sur les pierres, ou plutôt comme la moisissure prospère dans l'obscurité sur le bois humide. Aussi n'y voit-on plus rien d'humain, et les corps, habillés d'une fourrure de gelée blanche qui cache leur nature, ont-ils pris la forme simplifiée des choses depuis longtemps défuntes, mais vierges de toute corruption.
Si nous eûmes du mal avant la tempête à nous habituer à la présence des morts, nous n'éprouvons presque plus aucun sentiment pour eux. Orange, souvent, reste plusieurs minutes devant un corps et lui parle. Et lorsqu'il enjambe le rebord d'une fenêtre pour quitter une chambre, c'est à nous qu'il s'adresse. Les morts enterrés tombent en poussière. Les morts sous la neige ou le givre ne sont pas enterrés. Il faudra que tous ces morts retournent à la terre avant de retourner en poussière. Que feront-ils pour descendre à terre ? Comment les verrons-nous tomber ? Et que nous feront-ils en descendant ? Le curé lui répond « Sois sans crainte, mon fils, les morts sont tranquilles. » Alors Orange arrache les écharpes rouges de devant son visage et il crie vers le soleil. Ils retourneront en poussière ! Et il court au milieu d'Apiste, corseté dans son tapis écarlate, sur ses jambes emmaillotées d'étoffes violettes, vers notre ravin où il s'arrête, se tourne vers nous, proclame crucifié. Ils retourneront en poussière ! La joie consécutive à l'apparition du soleil semble paradoxalement rendre la mort plus présente. Le nombre est terrifiant. Orange souligne ce que cette manière de mourir a d'exceptionnel et quelles en sont les conséquences sur le plan théologique. Le retour à la terre ne pouvant se faire du fait du froid, c'est tout le cycle de Pâques, mort et résurrection qui est entravé. Comment ressusciter, c'est-à-dire remonter, quand la descente n'a pas été accomplie ? Avec la terre se pose la question de la corruption, c'est-à-dire du pourrissement du corps. La glaciation empêche ce passage par le négatif, tant au plan physique qu'au plan du salut. La corruption étant aussi le péché. Derrière les élucubrations d'Orange est posée une question très sérieuse pour le chrétien, celle de la résurrection de la chair. Mais la vie nouvelle viendra de manière plus naturelle, si je puis dire, par les naissances de ce que l'auteur appelle une nouvelle race, c'est-à-dire d'une espèce humaine adaptée au climat nouveau. Lorsque nous revînmes dans la cave, Christine venait d'accoucher d'une fille très forte. Elle fut portée aussitôt dans la chapelle et sur le champ, elle fut baptisée Ève. Ceci donna lieu à de grandes réjouissances, car l'enfant était la première-née de notre race. Elle hurlait comme 10 génies sans rute. La fête se déroula dans la grande salle où j'ouvris avec Raphaël et Franck 3 douzaines de bouteilles de champagne brut. Christine se leva 2 heures après l'accouchement. Elle but force champagne. Notre joie immense persista durant les jours suivants, et ce fut avec une bonne humeur incomparable que nous accomplîmes nos tâches. Nous nous occupâmes tout d'abord des chaudières, que nous avons éteintes et intégralement révisées l'une après l'autre, et du groupe électrogène que nous avons remis dans un état parfait à la lueur des bougies. Nous entreprîmes ensuite d'ordonner et de classer les réserves alimentaires qui se trouvaient dans l'entrepôt. Nous estimions alors avoir en réserve de l'essence pour 20 ans, du mazout pour 15 ans, du coke pour 4 ans, et des denrées, des boissons et du tabac pour 5 ans. Mais nous étions certains d'une chose. La ville était bourrée de mazout, de coke, de denrées, de boissons, de tabac. Tout ce dont nous avions besoin était à la portée de nos efforts, et les ressources que contenait l'écart étaient suffisantes à plusieurs générations humaines à compter de la nôtre. Nous éclations d'optimisme. Contrairement à la Bible, le premier humain est une fille, Ève. Le 24 décembre, une fille encore, Neige, va naître. Et toutes les femmes, sauf une, la prostituée nommée Fourrure, seront enceintes. Le soleil et les naissances déplacent peu à peu l'essentiel des activités à l'extérieur.
Les enfants et les mères prennent même des bains de soleil. Les hommes se projettent dans le futur. En janvier de l'année dernière, nous avions décidé de mener dans nos caves n'importe quelles activités propres à nous empêcher de réfléchir. Moins rigoureuse grâce à un temps plus clément, moins justifiée aussi, cette méthode de survie devait prévaloir ensuite jusqu'à l'arrivée de la tempête. Ne parlons pas de la tempête. Ce n'est pas mon intention. Je fis signe à Raphaël de poursuivre. Après la tempête, nous avons eu d'excellentes réactions. Depuis que le soleil a fait son apparition, nous avons une activité très saine. Raphaël alluma une cigarette. Je ne dis rien. Je vais te dire l'essentiel maintenant. C'est tout naturellement que nous avons échappé à la mort du 16 octobre, et c'est tout naturellement que, depuis, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour arriver jusqu'à nous baigner dans le soleil. Abel, tu écoutes ? Va. Depuis toujours, nous n'avons jamais rien fait de vraiment volontaire. Nous nous accoutumions aux événements, pour le meilleur durant le soleil et pour le pire durant la tempête, comme des bêtes favorisées par leur nature. Et à présent, nous ne faisons que vivre sous la dictée des éléments favorables. Tu saisis ? J'allumai une cigarette. Il faut que tout cela cesse. Jusqu'à l'arrivée du soleil, nous avons survécu et nous ne pouvions absolument rien faire d'autre que de survivre. Depuis cet hiver, nous vivons enfin. Mais il est maintenant temps que nous cessions de vivre de cette manière. Notre activité n'est pas normale. Nous n'avons pas l'activité coutumière à l'homme. Diriger la vie, prévoir, progresser. Il serait utile dès à présent de mettre sur pied un plan de travail dont la réalisation nous occupera d'ailleurs pendant plusieurs années. Il s'agirait de recenser tout ce qu'il y a dans la ville, tout ce que nous possédons, de dresser un inventaire parfaitement précis et de nous attaquer ensuite aux calculs que je vais te dire. Admettons que ce qui se trouve dans l'Aïkar comme produits de toutes sortes puisse suffire pendant 2 mois à 200 000 habitants qui pratiquent le rationnement. Les habitants de l'Aïkar sont actuellement au nombre de 20. Et si ce chiffre restait constant, il ne fait pas de doute que les réserves que contient notre ville suffiraient pendant plusieurs siècles. Mais si nous obéissons au rythme naturel, nous serons peut-être au nombre de 80 dans 10 ans, dans 50 ans au nombre de 500 à 1000 et ainsi de suite. Or, il ne faut pas que nos réserves soient épuisées avant 2 siècles d'ici, car tout en comptant sur les migrations possibles de nous ou de nos descendants vers d'autres villes, tout en comptant sur l'imagination de notre descendance, nous devons rester prudents. Il est inutile que les représentants de notre race soient nombreux. Nous devons veiller avant tout à ce que notre race persiste jusqu'à la fin de la glaciation, ou jusqu'à ce qu'elle soit capable de trouver un moyen de subsister qui ne se fonde pas sur les réserves actuelles. 2 siècles, voilà un chiffre de sécurité que je juge convenable. La solution, c'est la Société Générale d'Alimentation. Une immense boulangerie, en réalité, avec au sous-sol des fours et des centaines de sacs de farine. Après avoir ouvert un chemin dans la neige, nos héros s'approchent d'une grande porte en fer, derrière laquelle monte une rumeur. Je cite : « La rumeur devint énorme lorsque, braquant sa torche à l'intérieur de la boulangerie, Raphaël entr'ouvrit la porte. Le petit groupe s'est arrêté, pétrifié. Raphaël referme la porte très lentement, disant « Les armes, vite, les armes !» Il court les chercher aussi vite que possible. Commentaire du narrateur : les paroles de Raphaël, bredouillées et criées, gonflaient nos corps de terreur et de joie fébrile, et de brutalité.
Je m'agenouillai près de Franck, devant la grande porte de fer gris. Raphaël ouvrit largement la porte. Il s'agenouilla près de moi. Nous épaulâmes nos fusils de chasse à double canon. Franck tira le premier. Le tir dura 5 minutes. Nous pénétrâmes, silencieux et sourds, dans l'immense cave remplie de sacs de farine éventrés. Nous ramassâmes et nous comptâmes les rats, dont certains piaillaient encore et dont certains mordaient. Nous les mîmes tas au pied de l'escalier. Il y en avait 216. La couleur de leurs poils variait entre le gris sombre et le gris très clair. L'air était fait de nuages âcres. Les fumées de la poudre brûlée tournaient rapidement autour des flambeaux enflammés et dans les faisceaux de nos torches électriques. Nous remplîmes de rats 4 sacs. Raphaël remplit son sac de farine sèche. De même que Franck, je gardais un animal dans ma main droite nue. Il était chaud, il était mou, il avait un ventre, il était articulé, il était souple, il était humide, il vivait presque encore. Le soleil, un disque carmin cerclé d'or et de vert, allait disparaître au bout de la rue de la Fabrique au foin. Il faisait très froid et les étoiles scintillaient. Nous marchions, le nez crissait. Franck avait arraché la queue de l'animal, il la mâchait. Les femmes vidèrent les rats, jetant les peaux et les entrailles dans un baquet. Les hommes, assis le long d'un des murs de la cuisine, nous étions prostrés. Nous avions la respiration rapide. Raphaël se leva, s'approcha du tas de rats équeutés et nus. Il en choisit un très gros, s'assit et il le dévora lentement, avec ferveur, en commençant par la nuque. Les odeurs changèrent. La senteur sanguinolente disparut peu à peu dans le crépitement de l'huile, sous les parfums brûlants des épices et des chairs énervées. Les femmes nous invitèrent à nous asseoir sur les tapis de la grande salle, au milieu de laquelle elles étendirent une nappe cirée. Elles y posèrent 200 de rats frits, encore nerveux, saupoudrés de farine grillée. Nos mâchoires broyaient les os entourés de chair, les carapaces farcies de moelle, crâne, nuque, colonne vertébrale. Les osselets brisés et mâchés remplissaient la grande salle de leur rumeur. À ma gauche, Martine était belle. Tout à coup, Orange se mit à parler. « J'ai soif. » Le rat est vecteur d'angoisse, porteur potentiel de maladies contagieuses comme la peste. L'attitude des habitants de Laïcar peut paraître écœurante. Mais on se souvient que lors du siège de Paris et de la famine qui s'ensuivit en 1870, les Parisiens mangèrent des rats. D'ailleurs, l'hiver fut alors très rigoureux avec des pointes à -20. Le lendemain de ce bon repas, on décide d'évaluer la quantité de farine. L'idée, c'est que si la farine intacte doit bien servir à faire du pain, le reste sera pour les rats, dont on veut faire l'élevage. Je passe les détails. L'entrepôt servira de lieu d'élevage. On réinventera les aliments composés pour nourrir les rats en mêlant la farine au reste de viande et de poisson des humains, complété avec de la graisse et du sel, de la vitamine B et C, le tout délayé dans de l'eau. Cet élevage de rats ne change rien, sauf qu'il faudra réduire un peu les naissances humaines pour ne pas avoir besoin de se priver de viande fraîche. Le texte brise de plus en plus de tabous jusqu'à l'absurde. Le 7e jour, à 10h du matin, nous retournâmes chez les rats. À notre arrivée, ils disparurent dans leur refuge. C'est simple. Chaque fois que nous nous déplacerons ici, nous transporterons de la farine chez nous. Nous en ferons une bouillie avec de l'eau de vaisselle, nous y ajouterons les restes de nos repas, des miettes de viande ou de poisson, du sel, du sucre, de la graisse.
et les vitamines. À 3, nous transporterons facilement 2 fois par jour 2 marmites de bouillie. Il ne resterait qu'à remplir une 50aine d'assiettes. Franck prit sa mince baguette de fer, s'approcha du haut tapis dans lequel il marcha avec précaution. Il frappa une 20aine de fois. Il revint vers nous, les mains et les bras chargés de rats morts. Je les examinai. Il y a 11 mâles, il y a donc au moins autant de mâles que de femelles ici. C'est trop. Il faut attraper les rats avant de les tuer pour vérifier leur sexe. Nous ne tuerons d'abord que des mâles. Lorsque nous verrons que leur nombre aura diminué considérablement, nous tuerons également des femelles. Nous arriverons ainsi à un équilibre. Combien de rats peut-il y avoir ? 1000, 2000, pas plus de 2000 sans les jeunes. C'est trop. Il y avait 17 rats morts à nos pieds. Il faut encore en tuer tout de suite au moins 40. Et rien que des mâles. Franck se dirigea vers le repère des rats en agitant sa tige flexible. Cette tige va lui servir à tuer les rats sans état d'âme. Le 7 août, alors que cet élevage de rats semble fonctionner parfaitement, c'est soudain l'affolement. Je cite. « Dehors, il y a un oiseau. Il est aussi grand qu'un cygne. Mais il a le cou moins long et il n'a pas de plumes lisses, il est tout ébouriffé. Ses pattes sont palmées, son bec est large, le bec et les pattes sont noirs. Partout ailleurs, il est orange. » L'oiseau était extraordinaire, jugez plutôt. La taille d'un jar, moins lourd, plus digne, plus aimable, moins vaniteux qu'un cygne, avec le mouvement de tête des pigeons qui marchent, l'œil et le sourire simple et malicieux des canards. Il ne se laisse pas toucher ni appâter par de la nourriture, mais s'obstine à suivre les habitants pour les attraire ou les envoûter. Il chante comme le cygne, mais il danse aussi, je cite, tournant sans arrêt sur lui avec lenteur, articulant avec une extraordinaire précision son cou et ses pattes, selon la cadence et la mélodie du chant, adressant au soleil et à la neige sa danse. Le narrateur est fasciné par ce drôle d'oiseau de feu. Je cite, « Le jar orange accomplissait avec l'exactitude des grands acteurs nippons je ne sais quelle immémoriale danse de rut ou de guerre. » Les spectateurs finirent par vaquer à leurs occupations. Le jar ne chante plus pendant une semaine, sans pour autant quitter la rue et tout en se rapprochant d'Orange, lequel est plongé dans une profonde méditation. Le soir du 13 août, son cri retentit à nouveau, attirant tout le monde. Tous les habitants de la cave étaient debout, dans notre rue, les yeux fixés sur le jar. Juché au faîte de la colline faisant face à la nôtre, la gorge gonflée par un goitre énorme, le cou raide comme un sceptre dressé verticalement vers le ciel, la bouche béante comme celle d'un serpent qui dévore, le jar poussait des chants assourdissants, monocordes et longs, qui s'achevaient chacun par une immense lamentation de gros tuyaux d'orgue à bout de souffle. Et chaque fois, après un court silence où jamais la moindre partie de son corps ne bougea,
Le jar relançait au paroxysme de sa force le même cri exactement. Ces cris, nous les entendîmes durant toute la nuit. D'abord attentifs jusqu'au coucher du soleil, puis finalement excédés à compter de minuit, nous n'arrêtions pas de descendre et de monter l'escalier jusqu'à l'aube, sans trouver nulle part le repos. Dans la nuit lumineuse, excessivement froide, alors que scintillait le chaos de neige qui recouvrait la ville, nous regardions le jar immobile hurler sur la crête éclairée qui émergeait des crevasses d'ombre. L'aube, encore lunaire, colora le paysage de vert et de vert bleuté, de vert jaune et de jaune, de mauve bleu et de mauve orangé, glaciaux et phosphorescents, d'orange rose, rouge et jaune. Alors, enfin, le jar se tut. Très lentement, il ferma son bec, courba son cou, déplaça un peu sa tête. Il vacilla. Il fit quelques pas hésitants. Déprimé, presque amaigri, il berça sa tête de droite à gauche et tangua d'arrière en avant. Enfin, très lentement, il posa sa tête sur la neige et il ne bougea plus. Nous nous posons les mêmes questions que les gens de Laïcar. Que signifie cette allusion évidente au chant du cygne? Comment interpréter tous ces signes? Nouveau coup de théâtre. Il y avait dehors toute une peuplade d'oiseaux oranges. Aucune parcelle de neige n'était plus visible. Des deux avalanches qui flanquaient le couloir, les gros oiseaux malhabiles qui se pressaient les uns contre les autres, glissaient et dégringolaient sur nous. Nous nous frayâmes avec grand-peine un chemin, heurtant ces oies lourdes, ébouriffées, paisibles et muettes, trébuchant sur leurs corps impassibles et passifs. Du sommet de l'immeuble où ils se rendent, la ville entière est d'un orange flamboyant. À la vue de cette promesse de nourriture supplémentaire, ils cherchent leurs fusils. Les oies restent passives malgré les coups de feu, comme une attente bestiale sur le chemin de leur migration. Viennent-elles du nord, annonçant un froid plus vif? Étrangement, les rats sont nerveux, changeant constamment leur nid de place, et le jar a disparu. L'élevage des rats se complique du fait de cette mer d'oiseaux qu'il faut affronter pour parvenir à l'entrepôt. Le soir, épuisés, les hommes s'amusent à observer les rats, discutant autour d'un bivouac de quelques oies rôties avant de passer la nuit à l'entrepôt. Le lendemain, à leur retour à l'immeuble, ils découvrent que les femmes, aidées du curé, ont fait un véritable carnage. Éventrer et décapiter les oiseaux pour remplir des récipients avec des têtes, des cœurs, des foies. Elles avaient eu envie d'en manger, massacrant pour cela des centaines d'oies dont le sang imprégnait la neige à présent. Les oiseaux circulaient en rangs serrés sur les cadavres. Quant aux femmes, leurs mains et leurs vêtements étaient ensanglantés, leurs fourrures raidies par le sang gelé. Les hommes se détournent d'elles et passent la nuit dans une des caves froides qui d'habitude ne servent à rien. Le lendemain, les oiseaux sont partis, mais la température a augmenté. On comprend que les oiseaux venaient du sud et annonçaient le dégel. Les hommes rassemblent tout le monde. J'ai quelque chose à vous annoncer. Je répétais, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je sentis le bras de Raphaël contre mon bras gauche. Je dis, les oiseaux sont partis. J'ajoutais, il va dégeler. La neige s'est transformée en pluie au courant de la journée. Une épaisse carapace de verglas couvre le névé de Laïcar. Il fait à présent -1 degré. Notre cité souterraine est dans le plus grand désordre. Franck, Raphaël et moi, nous ne parvenons plus à organiser quoi que ce soit. Nous allons et venons, et les bavardages de toutes sortes sont incessants. Toutes les portes sont ouvertes, toutes les lumières sont allumées. 17 août, 11 heures. Il bruine.
Le thermomètre au 4e étage indique plus 2 degrés. L'eau coule sur la carapace de verglas qui s'effrite. Au centre de notre rue, de profondes et larges flaques se sont formées. 18 heures. 4 degrés au-dessus de zéro. Il bruine et le ciel est lit de vin très obscur. Ils sont tous réunis dans la grande salle. Je les ai quittés. Leurs discussions sont insupportables. 18 août, 3 heures. Suintant à travers les soupiraux, arrivant des cages d'escalier, l'eau pénètre dans les caves. 14 heures. Les caves sont inondées. Nous nous sommes installés au dernier étage dans le désordre et l'humidité. L'eau traverse les plafonds, coule le long des murs. Les congères et les avalanches s'effondrent. Les toits et les murs craquent dans toute la ville. 19 août, midi. 15 degrés au-dessus de zéro, à l'ombre, et le ciel est clair. L'immeuble dans lequel nous nous trouvons vibre et craque. D'énormes paquets de neige continuent à dégringoler de partout, mais de moins en moins souvent. Des monceaux de neige remplissent la rue. La hauteur de l'eau et de la neige est, à peu près, au niveau du 4e étage. 16 heures. La neige a fini de s'effondrer. Les étages supérieurs des maisons sont dégagés. Quelques immeubles sont démolis et beaucoup de murs sont lézardés. 3 mouches volent dans la chambre où je suis. 20 août, 14 heures. Le thermomètre au soleil indique plus de 25 degrés. Le ciel est absolument clair, le bruit de la débâcle est assourdissant. Notre immeuble ne cesse de tonner, d'être secoué, comme s'il se trouvait sur un séisme continuel. Le plancher n'est plus horizontal. Un immense fleuve, une mer d'eau et de neige torrentueuse, profonde de 8 mètres, se rue avec lenteur et puissance à travers l'Aécart en direction de la mer du Nord. Nous n'avons que 6 canaux pneumatiques. Plusieurs mouches, comme en plein été, entrent et sortent par les fenêtres. Il faudra que tous ces morts retournent à la terre avant de retourner en poussière, et alors ils nous corrompront. Déjà, les morts gelés dégèlent. Ils se détendent. Ils bougent. C'est la résurrection des morts qui descendront jusqu'à la terre. Après le retrait des eaux, lorsque le soleil asséchera la terre, les morts couchés sur la terre retourneront en poussière. Que nous feront-ils pendant qu'ils retourneront en poussière ? Nous aurions mieux fait d'être morts avant cela, mais j'attends la vie du siècle à venir. J'écoutais monologuer Orange. Orange se dressa tout à coup, le visage pourpre, Que feront les morts pour descendre à terre ? et il hurla. Ils sont en train de descendre ! Orange murmura, Comment les verrons-nous tomber ? et il hurla. Nous ne les voyons pas, mais ils tombent ! Il murmura. Que nous feront-ils une fois tombés, couchés sur la terre, pendant que le soleil asséchera tout ? Silence. Orange hurla. Maintenant ! C'est maintenant la résurrection des morts ! Alors Franck éclata de rire. Je pensais aux canaux pneumatiques. Je pensais surtout qu'il y avait autour de nous des mouches et des dizaines de millions de cadavres. L'énorme bruit de la mer montait. Je vis que Franck se levait. Je vis qu'il épaulait la carabine. Le bruit n'était pas assez fort pour couvrir le coup de feu. Je lâchais Raphaël et Martine, je me levais, je me précipitais vers la fenêtre, je regardais les remous de la mer qui, droit en dessous de moi, s'acharnait en bouillonnant contre le mur. Les reins voûtés d'orange dansaient de haut en bas et de droite à gauche dans les écumes rouges.
Ces oiseaux bizarres n'annonçaient pas, comme la colombe dans la Bible, la fin du déluge, mais la fin de la glaciation, et donc le commencement d'une manière de déluge, après l'ensevelissement sous la neige et la fonte de celle-ci. Réchauffement climatique express en quelque sorte, avec la réapparition de tous les morts que l'on avait essayé d'oublier. Ce roman interroge à plus d'un titre. La couleur orange. Jean-Paul Klee évoque quelque part le logis orange de Guy Heitz, tapissé de pierres et d'armes. Le face-à-face ici entre le blanc de la neige et l'étrange orange souligne la disparition de la nature, des cycles de la nature, annoncés par la mort de Flore au début du roman. Ce face-à-face froid et de plus en plus aveuglant est scandé par les fulgurances baroques du rêve avant d'être noyé dans l'immense tache orange des oiseaux, le rouge du carnage et les couleurs apocalyptiques de la débâcle finale. Ce changement est étrange et inquiétant. Les tempêtes de neige sont des machines infernales. Le soleil coexiste avec des températures de -60, sans aucun végétal. Quant au règne animal, le bestiaire est fait de rats et d'oiseaux, ces derniers fantastiques. On pense aux toiles de Jérôme Bosch. Si les oiseaux et les rats sont comestibles, donc utiles entre guillemets à l'homme, ils se métamorphosent et sont le signe de la fin des temps. Les protagonistes semblent aussi peu capables de dompter les dégels que les glaciations. Günther Anders parle de décalage prométhéen dans les années 50. Ce décalage prométhéen est plus actuel que jamais. Ce roman ne fut pas publié en 1957. En 1967 paraît Mortemart, un roman dans lequel on retrouve la poésie de la neige et une ville où l'on entend les échos des années de théâtre de l'auteur, d'une révolte aussi annonçant 68. En 69, autre roman, La chambre de Sigmund Krause, entre crime et conquête spatiale, met en scène un aspect différent du combat de l'homme avec le vide de la modernité. En 90, enfin, paraît l'Armistice. C'est aussi la date de la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, avec l'ensauvagement du temps, l'heure est vraiment venue de lire Neige à tout faire. Je vous remercie.